Avant d'entamer ce partage scientifique concernant la place de la neurochirurgie dans la prise en charge de l'infirmité motrice cérébrale, j'aimerais d'abord rebondir sur deux sujets traités ce matin, brièvement. Mais d'abord, je tiens à saluer le travail de l'association et Madame Merabet à sa tête. C'est un travail, maintenant à Bijaya, on a commencé à s'habituer à cette approche multidisciplinaire qui commence à se propager. C'est un exploit et je pense que c'est le chemin le plus court pour arriver à régler donc, ces problèmes de santé qui touchent à plusieurs spécialités en même temps. Donc je salue le travail de l'association. J'aimerais rebondir sur un point. Et là, vous m'excusez parce qu'on va essayer d'être un peu direct et faire plus dans la vulgarisation que dans l'académique afin d'essayer de faire passer le message de notre spécialité concernant sa place dans la prise en charge. Mais avant, donc tout à l'heure, on a discuté avec certains collègues et ça a été même abordé ce matin concernant la cause, pour ne pas dire le responsable de cette infirmité, que ce soit la spécialité, que ce soit le créneau, que ce soit le contexte. Et je ne vous cache pas, jusqu'à un temps très récent, je suis professionnel de la santé et je l'avoue, je pensais à un moment donné que effectivement, tout à l'heure il y a eu d'ailleurs l'utilisation de mot production. Je croyais à ça, comme quoi il y a une production des infirmes, mais avec le temps et avec justement les échanges interdisciplinaires, j'ai changé de conviction et j'aimerais bien partager ce changement avec vous parce que j'ai remarqué dans la salle qu'on parle toujours de production. Notre ami Hami a parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'était peut-être trop spécialisé, mais quand on analyse les études qui sont faites ailleurs, parce que donc les études qui sont faites ailleurs, il y a toujours ce pourcentage très élevé de constats en anténatal. C'est vrai qu'il y a toujours une part de survenue au cours et évitable, comme l'a dit tout à l'heure la dame, mais il y a aussi ce pourcentage très élevé qu'on ne peut pas éviter. Il y a de la photogenèse, il y a des processus qui se forment. Donc c'est un organe qui se forme sur 9 mois. Donc il y a toujours des zones d'ombre dans ce développement cérébro-médulaire et qui fait en sorte à ce que des atteintes et des problèmes surviennent, même si on assure une prise en charge optimale. En Amérique, on a des IMC, en Europe, on a des IMC. Donc là, je dis ça parce que ça peut nous égarer un peu concernant l'effort à fournir si on est convaincu que le problème, il est dans la périnatalité. Je fais tout pour régler ce problème. Alors que, même si je règle les déficits et les manquements dans la prise en charge périnatale, les IMC seront toujours malheureusement, existeront toujours. Et là, donc, ça nous ramène à réorienter notre effort, à régler le problème en aval. Donc, on a notre malade, on a notre patient qui a beaucoup de besoins et qui doit faire intervenir plusieurs spécialités. Autant consacrer l'effort, que ce soit matériel, que ce soit engagement personnel, dans l'amélioration de la prise en charge et améliorer le vécu de ces enfants. Et la place de neurochirurgien, justement, elle s'inscrit dans cette logique. C'est que on est devant un enfant qui a une infirmité motrice cérébrale, il y a plusieurs spécialités qui interviennent, et la neurochirurgie intervient aussi. On dîner avec l'expérience de Bijaya. Parce que normalement, quand on parle de problèmes cérébraux, infirmités cérébraux, ce n'est pas de la neurochirurgie. Hein. On est tous d'accord.
Madame Ouhoubi l'a même expliqué tout à l'heure, bon, il y a la neuropédiatrie qui est indispensable dans le processus de prise en charge de ce genre de pathologie. Mais nous, dans le service, et j'ai vu d'ailleurs 2 à 3 malades ici, on les a vus dans un service de neurochirurgie, donc infirme moteur cérébral, et qui atterrit dans une consultation de neurochirurgie. Ça peut sembler inadéquat, mais là, peut-être, c'est l'occasion justement de partager avec vous l'apport qu'on peut fournir dans cette prise en charge multidisciplinaire. Mais je soulève aussi un autre problème. C'est qu'on a discuté tout à l'heure, j'ai entendu IMC, IMOC, infirmité motrice cérébrale. Là, on a toute la difficulté. Tout à l'heure, il y a eu même une communication sur la terminologie concernant cette pathologie. Rien n'est exact dans ce domaine. Donc ça rajoute encore de la difficulté. D'ailleurs, on va voir ça. Quand on parle infirmité motrice cérébrale, il suffit de se focaliser sur chaque mot. Et le mot principal dans l'infirmité motrice cérébrale, c'est la motricité, le haraka. Et juste un petit rappel anatomique, on ne va pas rentrer dans le détail. Vous voyez donc à droite le cerveau. Le cerveau, vous savez qu'on a 2 cerveaux, hein. Il y a un cerveau gauche, il y a un cerveau droit, donc c'est 2 hémisphères qui sont connectés donc, par une structure qu'on appelle le corps calleux. Le cerveau, il est spécialisé, donc vous voyez les différents compartiments qui sont en couleur. On a le bleu, on a le rouge, on a le jaune. Et chaque compartiment, il possède un nom, un lobe, c'est ce qu'on appelle un lobe. Donc au départ, au niveau avant dans le développement du cerveau, donc c'était d'abord une seule masse, puis il augmente de volume. Et le développement cérébral, il est accéléré par rapport au développement de la boîte crânienne. Parce que dans la tête, on a la boîte crânienne, l'os, iris, et dedans on a un cerveau. Au début de l'embryogenèse, donc il y a ce cerveau qui est petit, il y a la boîte crânienne qui est petite. Et au cours du développement, le développement du cerveau s'accélère. Le parenchyme, il va s'accélérer, c'est-à-dire d'une manière très rapide, il va se développer. Par contre, la boîte crânienne, les os, ils vont se développer aussi, mais pas à la même vitesse. Donc il y a l'accélération cérébrale, donc il se développe rapidement, mais par contre le cerveau, la boîte crânienne, elle se développe lentement. Et au bout d'un temps, on aura un problème. C'est qu'il n'y aura plus de place à ce cerveau. Et là, donc, il y a un phénomène qui survient au cours du développement, c'est que le cerveau, pour qu'il soit toujours contenu dans la même enceinte, il doit se replier. Donc il se replie sur lui-même pour toujours être contenu dans l'enceinte aiguë. Et ce repli, c'est un phénomène très important dans l'embryogenèse cérébrale parce que les replis qui vont former les différents compartiments du cerveau. Et on aura lobe frontal, lobe occipital, on aura des lobes. Okay. Et chaque lobe va se spécialiser dans la motricité. Le lobe de la motricité, c'est ce qu'on appelle l'aire de Brodmann, ce qu'on appelle aire motrice. C'est pas ce qu'il y a un pointeur. Donc aire motrice, c'est l'aire principale du mouvement. Mais le mouvement volontaire, avant le mouvement volontaire, il y a d'autres endroits qui préparent la motricité née, qui préparent l'ordre au mouvement. Donc c'est ce qu'on appelle les aires prémotrices qui sont situées en frontal. Donc vous imaginez, si on aura un problème de développement cérébral, on aura un problème de motricité plus tard. Et là, ce problème, il peut commencer très 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 tôt dans la vie fœtale, et pas seulement en périnatal. Il est bien évident qu'en périnatal, si j'aurais des problèmes, et nos amis le savent très bien, certainement, que si je laisse donc l'accouchement se dérouler dans de très mauvaises conditions, on peut effectivement induire ce genre de problème. Mais ça, c'est évitable, effectivement. Mais le processus qui commence bien avant, on ne peut pas l'éviter. Parce qu'on ne le connaît pas déjà bien.
Maintenant, avec l'avènement de l'IRM et les moyens des explorations modernes, peut-être un jour, on arrivera à contrôler et à maîtriser ce problème. Donc, je vous parle des aires pour comprendre la difficulté qu'on rencontre parfois dans la prise de décision thérapeutique. C'est que on a parlé de l'aire de Brodmann, et à droite, vous voyez donc le cerveau, vous voyez une main, vous voyez une tête, vous voyez une langue, vous voyez un pied. Donc, au fait, le corps humain, il est représenté dans cette aire 4 de Brodmann. Chaque partie de cette aire, elle s'occupe d'un mouvement d'une partie du corps. Et elle est représentée. Ce qui fait, si je stimule par exemple l'hernie, on regarde la main, nos pouces, c'est la main qui bouge. Si j'aurais un problème au niveau cérébral, du côté indique le pied, c'est le pied qui va avoir un problème. Donc, pour comprendre, c'est ce qu'on appelle la topographie. Donc, pour comprendre un peu le problème de la motricité chez les IMC. Et là, je vous montre l'image. Là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le petit bonhomme de Penfield. On a le corps humain, il est représenté au niveau de l'R4 de Brodmann sous cette forme. Et vous constatez que il est loin de refléter et de ressembler à notre corps. Parce que les mouvements du corps ne sont pas tous pareils. Les mains bougent plus que le bras, par exemple. Parce que la main, c'est la dextérité, on utilise souvent la main. Donc, et ainsi de suite. La bouche, les lèvres aussi, on parle beaucoup. Donc, c'est schématisé. Et on a notre petit bonhomme de Penfield, qui est situé au niveau de l'R4 de Brodmann et qui a à sa disposition tout un lobe frontal, les aires prémotrices, qui vont l'aider à coordonner et à bouger. Donc, quand on a un problème de cette aire-là, notamment en cas d'infirmité motrice cérébrale, donc c'est ce petit bonhomme-là qui va se retrouver donc, dans la difficulté à faire les mouvements que d'habitude on les fait spontanément. Ensuite. Maintenant, cet petit bonhomme de Penfield qui est situé dans le cerveau, pour lui, il décide. Mais le mouvement, il est effectué par des muscles. Donc, pour que la décision arrive pour application, donc il faut un système conducteur qui va conduire cette décision, cette missive du cerveau jusqu'à l'effecteur qui est le muscle. Donc, cette voie, ce système qui assure cette transmission, on l'appelle le système pyramidal. Donc, dans l'IMC, on peut avoir donc un problème au niveau du petit bonhomme de Penfield, il s'est mal développé pour une cause ou une autre, mais aussi on peut avoir un problème au niveau du système qui conduit cette volonté de mouvement et ce flux nerveux qui émane de la motricité. Et vous comprenez qu'au niveau de l'effecteur, c'est-à-dire le muscle, quand on a une pathologie musculaire, on n'est plus dans l'infirmité motrice cérébrale. Là, on rentre dans un autre chapitre de pathologies musculaires et qui sont fréquentes aussi. Voilà. Donc, on revient à la problématique de la définition. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai entendu certaines définitions, mais je suis toujours dans ma soif d'être convaincu. J'ai revu à l'occasion de ce travail certains travaux sur l'IMC et malheureusement, donc, à ce jour, il n'y a pas un consensus définissant exactement c'est quoi une IMC, une infirmité motrice cérébrale. Il y a un professeur Tardieu qui a fait le travail dans les années 70, je crois. Donc, il était le premier à avoir proposé une définition. Et vous allez voir, il y a une problématique déjà dans la définition. Parce qu'on va la lire ensemble. Donc, l'IMC pour lui, c'est une invalidité motrice. Maintenant, on comprend c'est quoi motrice. C'est le petit bonhomme de Penfield, c'est le circuit qui véhicule le flux, donc c'est le système pyramidal. Non évolutive, c'est-à-dire
Tzedara, c'est une maladie qui, une fois elle est là, donc elle n'est pas évolutive. Ce n'est pas une tumeur. Elle ne s'aggrave pas en elle-même. L'IMC ne s'aggrave pas. Liée à des lésions cérébrales cicatricielles, fixées, bon, il ne précise pas les causes, parce qu'effectivement, c'est très discuté, fixées, elles sont fixes, entraînant un handicap définitif. Là, ce n'est pas pour désespérer les gens, mais il y a ce faux espoir sur lequel on s'attache parfois et qu'on entretient parfois par empathie et par gentillesse, et je pense que ce n'est pas juste, parce que moi je suis adepte d'une franchise avec le malade, sans heurter bien sûr sa personnalité, en s'assurant bien sûr du cadre, de l'annonce et tout, mais il faut que le malade et les parents comprennent que les lésions, elles sont définitives. C'est-à-dire, parce qu'il y a ceux qui ont vendu leurs biens et sont partis en Inde, en Amérique, à la recherche d'une technique, et là c'est de la recherche, donc à ce jour, il n'y a aucun protocole EBM avec Evidence Based of Medicine qui confirme comme quoi il y a un traitement curatif à cette pathologie. Donc c'est entraînant un handicap définitif avec conservation des capacités intellectuelles. Là déjà ça nous pose problème. Est-ce que alors les IMC qui ont des retards psychomoteurs, est-ce qu'il faut les inclure dans la catégorie IMC ou pas? Donc est-ce que donc l'IMC, j'anticipe sur la prochaine, parce que dans l'optique de dans la logique de cette définition, c'est parce que vous connaissez ce monsieur, il est célèbre, hein? C'est Stephen Hawking, c'est un physicien, c'est un mathématicien, c'est un chercheur, c'est Cambridge, c'est un Britannique de nationalité, donc pratiquement son système moteur, il est lésé. D'ailleurs on voit bon, c'est pas un IMC lui, hein, mais sa pathologie, la finalité, les conséquences de sa pathologie, elles sont pareilles que l'infirme moteur cérébral. Donc, dans la logique de cette définition, lui, il a gardé ses capacités intellectuelles. Et je pense que la majorité des IMC, étiquetés autant que tels par des spécialistes, ils doivent avoir des capacités intellectuelles conservées. Et là, ça change tout. Donc, il ira à l'école, à l'université, il va devenir médecin, il va devenir chercheur, il va devenir enseignant, et ça change complètement la donne. On ne désespère pas. Donc là, l'effort qu'on a, on va le fournir pour améliorer les conditions justement de cet apprentissage à long terme, et à moyen et à long terme. On revient là. Donc, définitif avec conservation des capacités intellectuelles. Mais les lésions cérébrales sont non évolutives, cependant, les déficits moteurs évoluent. C'est ça le problème, et c'est l'erreur peut-être dans la stratégie de prise en charge qui commence à exister. Avant, il n'y avait même pas de prise de stratégie, mais maintenant, justement, avec le travail associatif et les autorités, quand elles ouvrent les portes, je pense que ça commence vraiment à donner des fruits. Les lésions cérébrales, elles sont non évolutives, mais le déficit moteur, il est évolutif. Et là, donc, on peut faire beaucoup de choses pour éviter ça. Donc, j'aurai un déficit moteur, une faiblesse musculaire, c'est une spasticité se surajoute, j'aurai donc des douleurs, j'aurai une diminution du mouvement, la diminution du mouvement c'est une atrophie musculaire, ainsi de suite. Donc le déficit moteur chez ces patients, il est croissant, d'où l'intérêt de se focaliser et d'orienter l'énergie vers une meilleure prise en charge de ce volet. Suite. Voilà. On a parlé tout à l'heure de IMOC. IMOC, là, c'est vrai. Infirmité motrice cérébrale, Manuel Ekege, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Infirmité motrice cérébrale et infirmité motrice d'origine cérébrale. Donc, il y a origine qui se surajoute, mais ça change la donne. Et malheureusement, je ne sais pas ce que les neuropédiatres peut-être sont mieux placés pour le dire, mais est-ce que maintenant on arrive à étiqueter nos malades d'une manière précise? Comme quoi c'est un IMC, c'est un IMOC, parce que ce n'est pas la même chose. L'IMC, c'est ce qu'on connaît justement, il est lié à des lésions vertébrales, cérébrales précoces, vie intra-utérine, période périnatale, et non évolutive.
mais avec conservation des facultés intellectuelles. Par contre, l'IMOC, c'est le terme utilisé quand le retard mental est associé aux troubles moteurs. Donc on a des troubles moteurs qui sont causés par l'infirmité, par la souffrance, par je ne sais pas quoi, mais dans ce cas, on a aussi le système psychologique, si j'ose dire, qui intervient, donc les connexions qui ne se font pas correctement, donc il y aura un retard psychomoteur, un retard mental qui se surajoute, et là ça donne l'infirmité motrice d'origine cérébrale, qui franchement, je ne vois pas la différence. D'ailleurs, je suis pas tout à fait d'accord, c'est de la littérature, peut-être un jour il faut justement pousser les recherches et pousser les travaux dans ce sens, avec aussi l'apport du mouvement associatif, qui doit aussi intégrer la sphère scientifique et pas seulement côté soins, mais le scientifique, la recherche, l'université, parce qu'il y aura aussi des résultats aussi pertinents quand on fait un centre qui assure des soins aux patients. Suivant. Voilà. Bon, la problématique de la place de la neurochirurgie. Je vous montre ici 2 images. C'est un scanner. Sûrement, vous avez tous vu ces images un jour, hein, c'est fréquent, soit à la télé, à l'internet. Donc à droite, on a donc un scanner du cerveau, c'est une coupe cérébrale, axiale. À gauche aussi, c'est un scanner. Si on compare les deux, à part que celle de gauche, elle est un peu floue, c'est la qualité de l'image, mais sinon le contenu, 12 ans de médecine, on voit que pratiquement c'est la même chose, n'est-ce pas? Tout autour, le blanc, c'est l'os, les os. À l'intérieur, tout ce qui est gris, c'est le cerveau. C'est pour ça qu'il y a la substance grise. Alors, il y a la substance blanche, mais la substance grise par rapport aussi à la couche corticale du cerveau. Et à l'intérieur des thymus, donc vous voyez cette structure noire qu'on appelle les ventricules. Elle est pleine d'eau, LCR, c'est liquide céphalorachidien. À gauche, c'est la même chose. Pratiquement, c'est la même chose, n'est-ce pas? Il y a quelques différences. Mais là, l'approche, elle est totalement différente. Le premier, c'est un enfant qui a une hydrocéphalie. On lui fait une ventriculocysternostomie, c'est une technique qu'on propose à ceux qui ont une hydrocéphalie, et le malade est guéri. Donc il n'a plus mal, il va se développer le plus normalement du monde. Le deuxième, je vais lui faire la même chose, et ça ne guérit pas. Donc est-ce que c'est le geste qui est mal fait? Non, c'est 2 pathologies différentes. C'est très difficile parfois de faire la part des choses, mais juste pour vous dire que maintenant, un avis de neurochirurgie, c'est vrai que généralement on les reçoit en consultation, mais maintenant avec les moyens d'exploration, on a la possibilité de faire la part des choses et dire que ça c'est une hydrocéphalie obstructive, donc on va lui faire une VCS, et ça c'est une infirmité motrice cérébrale parce qu'il y a, et je vais vous montrer les images, donc ça ne marche pas, donc là on ne peut pas faire de ventriculocysternostomie. Ça c'est juste pour répondre à certains questionnements, parfois les gens ne comprennent pas pourquoi il a une dilatation, même les collègues pédiatres, on nous envoie parfois des patients avec cet aspect de dilatation, et quand on ne propose pas de geste, parfois on ne comprend pas pourquoi. Suite. La différence sur plan clinique, vous voyez à droite, c'est toujours le scanner, le premier scanner. Donc on voit qu'il a une grosse tête, c'est ce qu'on appelle la macrocranie. Là, c'est une hydrocéphalie, on peut lui proposer donc la neurochirurgie à sa place. Par contre, le deuxième, on voit que la tête, soit elle est diamètre normal, de volume normal, soit parfois on a ce qu'on appelle la microcranie. La microcranie, parce que durant la première année du développement, le cerveau, l'enfant, du petit, de l'enfant, il double de volume et de poids en une année. Donc, en une année, il va se développer deux. Donc, la tête va aussi augmenter de volume. Mais quand on a un problème d'infirmité motrice cérébrale, donc il y a une atrophie, il y a une partie du cerveau qui n'est pas développée, et ça donne ce qu'on appelle les microcranies. Donc, maintenant, cliniquement, on arrive à faire la part des choses, suite. Et l'IRM aussi aide le neurochirurgien à dire à ce que la neurochirurgie a sa place ou pas dans le cas de l'infirme moteur cérébral. On voit ici une IRM qui montre la dilatation. Vous voyez le vide, il est toujours au milieu, donc c'est une hydrocéphalie, c'est une dilatation ventriculaire. Mais tout autour, vous voyez qu'il y a
il y a le blanc. Hein. Tout ce que vous voyez en blanc, c'est du vide qui est rempli par du LCR, le liquide né qu'on a en tête. C'est que, dans la tête, c'est que le cerveau, il n'est pas développé. Et même si je fais la VCS, on va vous montrer c'est quoi une VCS. Même si je la fais, il n'y aura pas d'amélioration clinique. Donc, faire subir une chirurgie à l'enfant alors qu'on n'est pas sûr que, on est sûr que ça ne va pas l'améliorer, on préfère donc de ne pas la proposer carrément. Suite. Ici, c'est un autre cas d'IMC, mais là, on lui a proposé la ventriculocysternostomie. Quelle est la différence? C'est que quand on voit la dilatation, le blanc, toujours le LCR, il y a du liquide. Mais tout autour, revient en arrière. Remarquez bien en haut, hein. Donc il y a le cerveau qui baigne dans la substance, le liquide blanc. La deuxième, ici, il n'y a pas de blanc à la périphérie. C'est que le cerveau ici, on se dit que peut-être il a un développement normal et que c'est le LCRN qui est au centre qui le gêne. Et là, même si on n'est pas sûr d'améliorer le malade, on propose notre ventriculocysternostomie pour dire que parfois, on opère les IMC et qui ont donc une dilatation ventriculaire, même s'il y a une petite atrophie cérébrale, parce qu'on se dit, si on l'améliore même de 5%, c'est du gagner pour nous. Donc on tente ce geste avec bien sûr le consentement des parents. Suite. On va donc la VCS, c'est quoi quand on, c'est rare de la faire donc de la proposer pour les IMC, mais quand on fait donc ça donne ça. Clique sur le. Non. Voilà, donc avec un endoscope, c'est une caméra. On rentre dans le cerveau, on repère notre trou de Monro, c'est un trou qui nous permet d'avancer en avant. Et vous voyez ce plancher-là qui gêne le LCR pour circuler. Donc on doit le perforer. C'est ce qu'on appelle la ventriculocysternostomie. Voilà, donc on perfore, puis on dilate avec une sonde de Fogarty. Avant l'avènement de cette technique, on faisait les valves, mais elles sont pourvoyeuses de plusieurs complications infectieuses et mécaniques, donc on préfère ce jeu, mais ça ne réussit pas à tous les coups non plus. Hein. Voilà, donc on dilate notre stomie. Voilà. Et on permet, vous voyez maintenant le mouvement du LCR qui marche. L'intérêt, c'est que pour nous, on doute. Est-ce que le LCR, ce qu'on a vu en blanc dedans, est-ce qu'il comprime le cerveau, est-ce qu'il gêne le développement cérébral? On doute, donc il y a doute, et on se dit c'est du 50-50, on fait cette stomie, on aide le cerveau à mieux respirer. Si ça donne, tant mieux, si ça ne donne pas, donc là, on doit s'attaquer donc aux autres problèmes sur lesquels on peut intervenir autant que neurochirurgien. Et donc, à part l'hydrocéphalie et la dilatation, donc le problème aussi auquel on fait face, c'est la spasticité. Voilà, la spasticité qui est un problème aussi fréquent et complexe, parce que ça relève aussi d'une prise en charge multidisciplinaire. Et je pense aussi à HU, on a une belle expérience qui est entamée. Maintenant, je pense qu'elle est toujours au stade de rodage et de... Mais je pense qu'elle est sur la bonne voie et un jour, peut-être aussi, on complétera ce maillon qui manque dans la chaîne, dans la prise en charge, parce que la spasticité, c'est ce qu'on voit pratiquement chez nos enfants. Hein, ils sont raides, donc ils ne marchent pas bien. Bon, on va détailler un peu ça. Ensuite, voilà. Le principe, pour comprendre un peu la spasticité, c'est quoi? On va essayer d'analyser d'une manière simple. Vous voyez donc la photo, il y a le rouge, c'est le muscle, c'est un muscle, n'importe quel muscle. Et à gauche, c'est la moelle épinière. Là, le mouvement, il y a ce qu'on appelle les réflexes. Les réflexes, c'est des mouvements, d'ailleurs le fameux réflexe rotulien, quand on tape sur le genou avec le marteau, et il y a la jambe qui fait le mouvement, ça c'est un réflexe, c'est-à-dire quand le muscle bouge, quand le muscle se contracte, pour garder un certain équilibre, il doit
s'étirer. Pour faire ce mouvement de flexion, les muscles qui sont ici doivent se relâcher. Donc contracture, relâchement. Mais si je fais ça, donc c'est les muscles qui sont en arrière qui se contractent et ceux en avant ils se relâchent. Maintenant, s'il n'y a pas de synergie entre les muscles fléchisseurs et extenseurs, je ne pourrai pas faire ce mouvement. Donc il y aura toujours une spasticité, une raideur et un blocage, et ce qu'on appelle la spasticité. Comme définition, le syndrome spastique est une séquelle fréquente et invalidante observée après lésion du système pyramidal. Mais le problème de la spasticité, quand le système pyramidal, vous vous souvenez du système pyramidal, le système qui transporte l'information du cerveau jusqu'au muscle. Donc tout le système, s'il est touché, pas tout le système, si une partie du système ou tout le système est touché, on aura ce qu'on appelle la spasticité. Et la spasticité, par définition d'un chute, c'est une hyperexcitabilité du réflexe myotatique responsable d'une exagération liée à la vitesse du réflexe d'étirement et du réflexe tendineux. Là, quand le muscle, on a dit que quand il se contracte, il s'étire. Maintenant, s'il y a une hyper-exagération de la réponse née de l'étirement, ça va donner une spasticité. Et cette hyper-excitabilité est classiquement considérée comme secondaire à la perte de l'influence inhibitrice des centres encéphaliques. Le problème, ce n'est pas un problème de muscle, mais c'est un problème, vous voyez les trois traits orange qui partent vers le haut, donc le réflexe, généralement, il se passe à un niveau bien précis. Mais le cerveau et le système pyramidal, quand il est touché, donc il n'y aura plus de contrôle sur le réflexe, ce fameux réflexe, et il va évoluer donc en son propre compte, et donc on ne le contrôlera plus, donc il y aura toujours exagération de réponse. Pourquoi donc il n'y a pas d'exagération de réponse chez la population saine? C'est que parce qu'il y a un contrôle d'en haut qui vient du cerveau et de la moelle épinière. Il contrôle les réflexes nés, ils ne sont pas exagérés. Quand on a besoin d'un réflexe assez serrah, assez hafes, mais il y a une intensité assez senqas, mais il y a une faiblesse, il va rajouter donc l'intensité, et là, donc le tonus, donc il y aura un équilibre, on aura une marche et un mouvement normal. Mais quand il n'y a pas un contrôle supraspinal sur le réflexe, donc là, on aura la spasticité. Et parfois une hypotonie, c'est-à-dire le relâchement, au contraire. Voilà. Maintenant, la spasticité, qui doit la traiter? Là, ça relève de la multidisciplinarité, encore une fois. Et il y a un noyau qui a commencé au CHU de Béjaïa, et j'espère donc, fond du cœur, qu'un jour on arrivera à formaliser et à faire un protocole de suivi de prise en charge pour ces malades. Donc, la spasticité, d'abord quelques principes, elle n'est pas toujours invalidante. Loin de là, elle est le plus souvent utile, compensant le défaut de la force musculaire, tel qu'au niveau des muscles nécessaires au maintien de la position debout. Pour se maintenir debout, je suis à la spasticité. Mais si elle est exagérée, donc elle devient nocive. Mais un minimum de spasticité, il faut le maintenir. Et c'est pour ça qu'on n'intervient pas à tous les coups. Donc il y a une évaluation à faire. Néanmoins, elle peut devenir handicapante par son excès et venir masquer la motricité utile sous-jacente. Elle peut en outre favoriser la survenue des désordres orthopédiques et être même à l'origine de phénomènes douloureux, parce que la spasticité, elle peut donner de la douleur, et quand on a mal, on n'est pas bien, et quand on n'est pas bien, on n'est pas épanoui, et quand on n'est pas épanoui, on n'est pas en bonne santé. Oui. Voilà, le traitement neurochirurgical de la spasticité ne se justifie qu'après l'échec des traitements médicamenteux. On ne passe pas à la chirurgie d'emblée, mais on passe par plusieurs paliers de traitement médicamenteux, comme les murolaxants, baclofen, et bien sûr de la rééducation, réalisée en première intention en s'attachant à éliminer les épines irritatives, sources de renforcement de la spasticité. Donc on règle tous les problèmes qui peuvent compliquer un peu l'existence et aggraver la spasticité, mais toujours avant d'opérer ou d'intervenir chirurgicalement sur la spasticité, il faut passer par d'abord un traitement médicamenteux, il faut passer par de la rééducation et ensuite penser à faire le geste. Ensuite, on commence bien sûr par évaluer le patient par un bilan clinique.
Et là, donc, il y a des échelles qui évaluent et qui quantifient la spasticité. Tu as une échelle, est-ce que vraiment c'est une spasticité invalidante qu'il faut traiter ou pas? Donc, on a l'échelle de Hell, par exemple, et l'échelle de rigidité d'Ashworth. Voilà. Donc, il faut faire un bilan électrophysiologique, donc faire des EMG pour voir surtout et mesurer le réflexe H, qui est l'équivalent du réflexe tendineux, donc pour voir est-ce qu'il y a spasticité. Et faire une synthèse globale, donc bien évaluer le malade, faire une synthèse globale, peut-être ça doit se faire aussi dans le centre que prévoit notre association. L'ensemble du bilan, donc réalisé au sein d'une équipe pluridisciplinaire, va permettre de définir les objectifs du traitement. Maintenant, c'est une autre étape. Une fois qu'on a décidé de traiter, maintenant il faut décider des objectifs. Et il faut discuter avec les parents parce que pour ne pas tomber dans le piège justement de la désillusion. Donc recherche de l'amélioration d'une fonction. Parfois on opère le malade, mais pour le guérir, là les gens ils doivent justement comprendre ça définitivement. L'autre fois, donc il y a une maman, je pense avec Madame Merabat, bon, c'est pour une intervention à l'étranger, et les gens croient qu'ils partiront spastiques et déficitaires et ils reviendront normaux. Ce n'est pas le cas. Les interventions, quand elles sont indiquées, parfois c'est juste pour améliorer une fonction. Par exemple, pour un mouvement de la main, s'il n'est pas complet, pour qu'il tienne un peu mieux le stylo, ainsi de suite. C'est des mouvements de base, la pince par exemple, mais parfois c'est pas pour régler le problème, mais c'est juste pour améliorer. Et déjà c'est du gagner si on arrive à améliorer, comme la vidange vésicale par exemple, et ou recherche de l'amélioration du confort du patient. Parfois c'est juste pour le confort du patient. Parce que si on peut s'installer sur une chaise ou dans un fauteuil normalement et être à l'aise, pour d'autres, c'est un exploit et il faut passer même par une chirurgie pour pouvoir s'installer donc sur un fauteuil ou lit, pour aussi faciliter les transferts, les soins infirmiers, la kinésithérapie et diminution des contractures douloureuses. Voilà. Les méthodes thérapeutiques, on ne va pas trop s'attarder, c'est hyper spécialisé. Donc il y a des traitements adjuvants, il y a des traitements indirects, il y a des traitements de la spasticité généralisée et les traitements de la spasticité localisée ou régionale. Donc les traitements adjuvants, c'est la kinésithérapie et prévention des stimuli nociceptifs. Donc c'est tout ce qui est hygiène de vie. Il faut avoir donc la kinésithérapie, c'est au quotidien, c'est tous les jours, c'est à vie. Suite. Les traitements indirects, c'est les plâtres pour les attitudes vicieuses, pour soulager, pour les allongements chirurgicaux. Ça retarde le déclenchement du réflexe d'étirement, mais attention aussi à l'excès d'allongement, comme ça je règle la spasticité et je provoque une hyperlaxité ou hypotonie. Il y a le baclofène aussi, c'est un traitement médicamenteux, donc on peut donner soit par voie générale, il intervient donc avant et après la connexion avec le muscle et ça aide donc à relâcher le muscle, mais il peut poser des problèmes de commissalité, notamment les crises convulsives. Et il donne aussi de la sédation, donc il ralentit les facultés intellectuelles de l'enfant. Et il y a le syndrome de sévrage. À un moment donné, si on va l'arrêter, on risque d'avoir un syndrome de sévrage. Mais c'est des mesures, tout ça est contrôlé donc par le suivi, par la bonne prescription à la dose, à la posologie nécessaire et idéale. Une autre alternative au baclofène par voie orale, parce que ce n'est pas évident de prendre toujours des médicaments. Donc on a le baclofène par voie intrathècale. Donc c'est une pompe pleine de ce médicament. Et donc qui va déverser donc le traitement selon un dosage et selon une posologie voulue. Donc c'est comme tout ce qui est implantation de pacemaker, c'est pas le même principe, mais il partage le fait que ça soit donc une pompe qui est en sous-cutané et un système qui est relié donc à l'effecteur et qui déverse donc le traitement sans passer par la voie orale.
Voilà, donc les limites de cette... bon, l'avantage, c'est que s'il y a une adaptabilité, je peux adapter la dose, le traitement facilement, et c'est réversible, je peux l'arrêter, l'enlever. Les limites, parfois c'est la taille de l'enfant, donc quand il est petit, donc c'est des dispositifs qu'il faut... mais la technologie propose toujours des solutions dans ce sens, en fournissant des matériaux petits qui s'adaptent, matériel qui s'adapte à la taille et au poids de l'enfant. Donc il y a des effets secondaires comme la voie orale, mais quelques complications spécifiques, c'est l'infection, parce que c'est de la chirurgie, hein. Donc je place sous la peau, j'incise, je pars jusqu'au au nerf, donc ça peut donner des infections, des cathéters et fuite du LCR, parce que j'arrive à la durmère et j'arrive donc à la colonne vertébrale. Ensuite, voilà, les neurotomies sélectives périphériques, aussi ça règle pas mal de problèmes avec ses avantages et ses inconvénients. Le principe, c'est d'aller, donc le nerf, la racine qui transmet, qui est impliquée dans le réflexe qui est exagéré, donc je vais aller réduire le flux qui traverse par ce nerf et réduire donc la réponse à ce réflexe et diminuer de fait donc la spasticité. Donc le problème, c'est que je peux conserver la racine motrice et ne pas la toucher, mais il y a peu d'effets secondaires par rapport à la motricité, parce que là je cible ma racine, c'est la racine sensitive, donc il y a une technique bien codifiée, mais par rapport à long terme, donc il y a problème de récidive chez le jeune enfant et le problème de modification des fibres musculaires. Parfois la fibre musculaire, donc elle s'adapte. Elle a une racine grosse, et si je réduis la racine, la fibre musculaire, elle s'adapte donc à ce cas-là comme racine qui transmet le message. Donc je tomberai dans le même problème à long terme. Les radicotomies dorsales sélectives, c'est ce qu'on appelle la drésotomie. Donc là, le geste, il se fait pour les neurotomies, donc il se fait avant la moelle épinière. Ici, ça se fait au niveau de l'entrée dans la moelle épinière, c'est-à-dire la racine qui transmet le réflexe, le flux, donc le flux du réflexe myotatique, à son entrée dans la moelle épinière. Bon, il y a 2 vidéos, mais que je n'ai pas arrivé à télécharger. Donc on réduit le flux qui arrive à la moelle épinière et qui transporte justement le flux de ce réflexe myotatique. Je le réduis de 40 à 60% et j'arrive plus ou moins donc à maîtriser la spasticité, et le siège de l'intervention il diffère. Maintenant, si je cible par exemple pour la tétra, je fais l'incision au niveau du cou. Si je cible au niveau du membre inférieur, je la fais en lombaire, et ainsi de suite. Alors, les indications. D'abord, il faut identifier les bons candidats, donc d'où l'intérêt d'une consultation multidisciplinaire. Il faut donc prendre l'avis de l'enfant quand il est grand et qui peut donc participer à la prise de décision, et de l'entourage surtout, donc la famille et l'équipe soignante. Ensuite, on aura donc 3 situations. Limitation fonctionnelle importante de très jeunes enfants, ça les indications idéales, hein. Donc soit donc on a une limitation fonctionnelle importante, là il faut aller. La deuxième situation, c'est une spasticité, altération orthopédique du grand enfant marchand. Donc il faut aussi aller. Et quand on a un tableau fonctionnel, peut altérer, mais spasticité focale gênante. Donc il n'y a pas un problème de motricité très manifeste, mais s'il y a une spasticité qui gêne, il faut aller aussi régler le problème. Préciser le type de spasticité, donc il faut préciser sa nature, sa topographie et les symptômes associés, comme les contractures et autres. Ensuite, voilà. La conclusion, jamais de traitement de la spasticité sans évaluation. Donc, d'où l'intérêt aussi d'une consultation pluridisciplinaire qui va évaluer convenablement les besoins du malade. Identifier avec précision les objectifs fonctionnels et la spasticité utile. Il faut discuter des objectifs. Et enfin, le traitement orthopédique et le traitement de la spasticité sont indissociables. Voilà, et merci.